Salut à tous, bienvenue dans le décryptage rapide. Voici votre journal complet du jour. On commence par l'Europe avec un incident qui interroge sur la sécurité aérienne avant de prendre du recul sur plusieurs dossiers internationaux majeurs. Puis on terminera par l'économie et en bref, l'avion d'Ursula von der Leyen a subi un brouillage GPS au-dessus de la Bulgarie. Concrètement, le signal satellite qui aide à la navigation a été perturbé, obligeant l'équipage à se reposer sur d'autres instruments. L'appareil s'est posé sans encombre, mais les autorités bulgares soupçonnent une interférence d'origine russe. Ce type de brouillage s'est multiplié en Europe depuis 2022. L'OTAN parle d'une menace hybride parmi d'autres, câbles sous-marins, cyberattaques, et dit travailler à des contre-mesures. Pourquoi c'est important ? Parce que même si les avions ne pilotent pas au GPS, le brouillage complique la navigation et la gestion de l'espace aérien, surtout dans des zones déjà tendues. En toile de fond, la guerre en Ukraine et une pression technologique diffuse, parfois en deçà du seuil de l'escalade militaire ouverte. Toujours en Europe, Belgrade a vu des milliers de personnes redescendre dans la rue. Après un été marqué par des tensions et des violences, ce grand rassemblement relance la pression sur le pouvoir en place. Les organisateurs entendent dénoncer la corruption et réclamer davantage de transparence électorale. L'enjeu politique est double, d'abord intérieur, rapport de force avec le président Aleksandar Vučić, ensuite extérieur car la Serbie se situe à l'intersection d'influences contradictoires, entre rapprochement avec l'Union européenne, liens historiques avec la Russie et attentes d'investissement chinois. Ces marches silencieuses, massives et pacifiques visent à montrer que la contestation s'installe dans la durée, au-delà des pics d'émotion. Cap sur l'Asie, Pékin est le théâtre d'un rapprochement très symbolique. Xi Jinping reçoit Vladimir Poutine et Kim Jong-un. C'est présenté comme un moment inédit. Pour la première fois, les dirigeants chinois, russes et nord-coréens se retrouvent ensemble dans la capitale chinoise, avec des séquences bilatérales et une coordination diplomatique très visible. Le message politique est clair, afficher une cohésion stratégique face aux alliances occidentales. La Chine met en scène son rôle de pôle alternatif. La Russie y voit un soutien politique et économique dans la durée et la Corée du Nord cherche des garanties économiques et sécuritaires ainsi qu'une légitimité internationale. Cette séquence se déroule alors que Moscou et Pyongyang ont resserré leurs liens militaires depuis 2024 et que Pékin, sans rompre avec l'Occident, profite d'accords énergétiques avantageux avec la Russie. Pour l'Europe, la question est de savoir si cette image d'un axe Pékin-Moscou-Pyongyang reste surtout symbolique, ou si elle débouche sur des interdépendances plus concrètes, technologiques, militaires, financières, qui compliqueraient encore la résolution des crises en cours. Dans le même registre, Séoul affirme qu'environ 2000 soldats nord-coréens déployés aux côtés de la Russie auraient été tués en Ukraine. C'est une estimation des renseignements sud-coréens relayée par des élus. Moscou et Pyongyang ne confirment pas. Cette donnée, si elle se vérifie, illustrerait l'ampleur du soutien militaire de Pyongyang à Moscou, au-delà des munitions. On parlerait donc aussi d'effectifs. Côté diplomatique, ce chiffre met la pression sur les capitales européennes et asiatiques qui dénoncent une internationalisation rampante du conflit. Il faudra suivre s'il entraîne de nouvelles sanctions ou des contre-mesures ciblant les transferts d'armement et la formation. On reste en Asie, mais avec un drame humanitaire, un séisme a frappé l'Afghanistan. Les bilans provisoires font état de centaines de morts et de milliers de blessés. Les secouristes fouillent toujours les décombres dans l'est du pays. La magnitude a été estimée à 6,0 avec un épicentre dans la région de Jalalabad. Le relief, la qualité des constructions et l'accès difficile au village expliquent de l'ampleur des dégâts. Au-delà de l'urgence médicale, les besoins prioritaires sont l'abri, l'eau, l'assainissement et la logistique, avec une coordination compliquée par l'isolement de certaines zones. C'est un rappel de la vulnérabilité sismique de l'Afghanistan et de la nécessité d'un effort durable sur la prévention, normes parasismiques, autant que sur la réponse. Direction l'Amérique du Sud, le Guyana a voté pour élire son président et ses députés. C'est un scrutin crucial pour un petit pays devenu, en quelques années, un géant pétrolier grâce aux découvertes offshore opérées par un consortium mené par ExxonMobil. Deux enjeux dominent. Gérer la manne pétrolière, comment répartir les revenus, investir et diversifier l'économie, et les Essequibo, territoire revendiqué par le Venezuela voisin où Caracas conteste la frontière héritée de l'époque coloniale. Le président sortant Irfaan Ali vise la continuité. L'opposition critique une redistribution jugée trop lente, alors que la croissance se voit peu dans le quotidien de nombreux Guyaniens. À moyen terme, la crédibilité du pays se jouera sur la transparence des contrats, la stabilité du cadre fiscal et la capacité à transformer l'or noir en infrastructures, éducation et emploi.
Au Brésil, on arrive à la dernière ligne droite du procès visant l'ancien président Jair Bolsonaro devant la Cour suprême. Il risque des peines lourdes dans des dossiers liés notamment à la contestation violente des institutions, épisodes post-électoraux de janvier 2023 et à des soupçons d'entrave et de complot. L'enjeu dépasse son cas personnel. C'est un test pour l'état de droit au Brésil dans un climat très polarisé. Une condamnation lourde pourrait redessiner la droite brésilienne et peser sur le calendrier politique, tandis qu'un verdict plus clément serait interprété différemment par ses soutiens et ses opposants. Économie européenne maintenant, avec une passe d'armes entre François Bayrou et Giorgia Meloni autour du dumping fiscal. Le Premier ministre français accuse l'Italie d'attirer les hauts revenus par des dispositifs fiscaux trop avantageux. Rome réplique que ces accusations sont infondées, que l'Italie a même durci certains régimes et que le véritable problème, ce sont d'autres États membres aux pratiques de plus agressives. Pourquoi c'est important? Parce que l'Union européenne peine à harmoniser la fiscalité directe et cette concurrence intracommunautaire touche autant l'assiette des recettes publiques que l'équité entre pays. Sur le plan politique, de la controverse intervient alors que Paris cherche des économies budgétaires et elle arrive dans un contexte de marché nerveux sur la trajectoire de déficit et de dette. Bref, un débat technique qui a des effets bien réels sur l'attractivité, l'investissement et la soutenabilité des finances publiques. Avant de conclure, un mot d'histoire qui éclaire aussi l'actualité. Le Vietnam a fêté les 80 ans de son indépendance avec une parade sans précédent à Hanoï. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclamait la République démocratique du Vietnam le même jour où, à Tokyo, l'Empire japonais signait sa capitulation actant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet anniversaire rappelle à quel point la fin d'un conflit redessine des régions entières. Au Vietnam, elle a ouvert la séquence de la guerre d'Indochine, puis de la guerre du Vietnam, et plus largement la recomposition de l'Asie. La mise en scène de puissance d'aujourd'hui, parade, défilé, répond à une logique très contemporaine. Montrer la stabilité interne et la place du pays dans un environnement régional de plus en plus disputé. Voilà pour l'essentiel. D'un côté, des tensions hybrides en Europe, brouillage GPS, pressions informationnelles. De l'autre, en Asie, une diplomatie de puissance qui s'agrège autour de Pékin et recompose les équilibres pendant que des crises humanitaires comme en Afghanistan rappellent la fragilité du terrain. En Amérique du Sud, le Guyana cherche à convertir son pétrole en développement, quand le Brésil se confronte aux limites démocratiques de sa polarisation. Et en Europe, la fiscalité reste une ligne de fracture entre modèles nationaux. Merci d'avoir été là. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau journal. En attendant, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très vite!